Bonjour, bon après-midi. Je vais débuter par une petite lecture. Un jour en automne, la prime de rentrée scolaire qui était versée tous les ans aux familles pour les aider à acheter des fournitures, des cahiers, des cartables, avait été augmentée de presque 100 euros. Tu étais fou de joie, tu avais crié dans le salon « On part à la mer ». Et on était partis à 6 dans notre voiture de 5 places. J'étais montée dans le coffre comme un otage dans un film d'espionnage. C'était ce que je préférais. Toute la journée avait été une fête. Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique, parce que pour eux, la politique ne change presque rien. Je m'en suis rendu compte quand je suis allée vivre à Paris, loin de toi. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche, ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite, mais un gouvernement ne leur cause jamais de problème de digestion. Un gouvernement ne leur broie jamais le dos. Un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie ou si peu. Ça aussi, c'est étrange, c'est eux qui font la politique, alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique, une manière de se penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. Je commence ça dramatique avec un extrait de Qui a tué mon père d'Édouard Louis, qui est une autofiction qui raconte comment un accident de travail et des mesures sociales inefficaces ont finalement eu raison de son père. Je trouvais ça important de rappeler le contexte dans lequel nos résultats de recherche prennent ancrage. C'est donc dans le cadre d'une loi de protection sociale pour les travailleurs-travailleuses. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de présenter des résultats très préliminaires, et je souligne le très préliminaire, d'un projet de recherche pour lequel je suis assistante de recherche et dans le cadre duquel aussi je suis à ma maîtrise en droit du travail. Le projet, donc, porte sur les coûts humains de la justice tels qu'ils sont vécus et anticipés par 3 catégories de justiciables qui ont des dossiers soit en droit criminel, en droit de la famille ou encore en droit social. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous entretenir sur la trajectoire juridique des personnes accidentées ou malades du travail. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment les justiciables composent avec les coûts de la justice tout au long du processus qui vise la réparation de la lésion professionnelle pour voir c'est quoi les impacts de ces coûts-là sur leur trajectoire. Pour les fins du projet, on a la typologie des coûts de la justice qu'on utilise. On a donc 2 catégories de coûts. D'un côté, les coûts financiers qui se déclinent en coûts tangibles, donc en argent sonnant, mais aussi tout ce qui est coûts d'opportunité, donc en termes de temps investi dans la procédure. Puis de l'autre côté, on a les coûts humains qui peuvent être, par exemple, le stress ou l'impact sur les relations interpersonnelles. On peut supposer aussi que les coûts vont être vécus différemment en fonction de facteurs qui sont soit objectifs ou subjectifs à la personne accidentée. La méthodologie privilégiée est de nature qualitative et longitudinale. Donc, on a débuté les entretiens semi-dirigés avec des acteurs clés, donc des avocats, avocates qui pratiquent en matière d'indemnisation et de réparation des lésions professionnelles et des justiciables. Aujourd'hui, ce que je vous présente, donc, c'est les résultats de 14 entrevues, donc 7 avec des justiciables, 7 avec des acteurs clés, dont 2 qui se sont déroulés dans une région éloignée des centres urbains. Je trouvais important de faire un retour sur la littérature existante pour situer le projet. C'est sûr que le processus de réparation a déjà été étudié, pas nécessairement de manière directe, mais quand même, la professeure Lippel a notamment identifié des facteurs de détérioration de la santé physique et mentale qui sont liés au processus de réparation. D'autres se sont intéressés au processus comme générateur de stress ou pouvant générer un sentiment de stigmatisation chez les travailleurs-travailleuses qui minent leur réhabilitation. Le caractère contradictoire du régime qui donc sous-tend un rapport de force inégalitaire peut également avoir un impact délétère sur la santé des personnes accidentées. D'autres se sont intéressés sur l'accès à l'indemnisation des personnes issues de l'immigration qui appartiennent à une minorité ethnique ou encore à certains types de lésions professionnelles dont la reconnaissance est plus difficile. Le processus de réadaptation a également été identifié comme susceptible de générer de la vulnérabilité et de l'isolement chez les travailleurs-travailleuses. Ce matin, on a beaucoup parlé donc d'emplois précaires, de travailleurs-travailleuses précaires et des enjeux auxquels ils et elles sont confrontés. Nous, ce qu'on avance aujourd'hui, c'est que, outre donc ces problématiques-là qui existent relatives à l'emploi précaire, on a été à même de constater, via une analyse des coûts dans le cadre de nos entretiens, que le processus lui-même peut induire une précarité chez les personnes accidentées ou malades. Pour les fins de la discussion, donc, on va définir la précarité d'un point de vue de la vie sociale. Donc, on renvoie dans le fond à une insécurité qui a 2 volets, qui est à la fois existentielle et matérielle.
Ces deux formes d'insécurité-là, qui sont donc induites par le processus judiciarisé, s'ajoutent évidemment à différentes exclusions qui existent déjà, qui sont sociales, économiques ou politiques, avec lesquelles les travailleurs-travailleuses composent. On a donc un processus judiciarisé qui peut être compris, selon nous, comme une couche de vulnérabilité supplémentaire qui se superpose à des exclusions préexistantes, donc qui pourraient être, comme on en a parlé ce matin, d'un emploi atypique ou encore d'un statut migratoire précaire. Cette manière de conceptualiser la précarité, de conceptualiser le processus, permet d'envisager éventuellement des solutions qui permettraient d'atténuer cette précarité-là qui est induite. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 éléments donc, qui sont, comme je le rappelle, issus de nos entretiens et d'une analyse. C'est très préliminaire encore ce que je vous présente, mais 3 éléments ont émergé de nos résultats. Ce sont des éléments qui sont caractéristiques du processus en cause. C'est en quelque sorte des lieux communs parce qu'ils ont été, à juste titre, là, identifiés et largement documentés comme ayant un impact sur les travailleurs-travailleuses. C'est un petit peu une vérité de la palisse que de dire que la médicalisation du processus engendre des coûts, que les délais sont longs et que le droit en cause est complexe. Or, ce que nous, on veut démontrer, c'est que ces facteurs-là, sur lesquels les travailleurs-travailleuses n'ont que peu, voire pas de contrôle, induisent chez ceux-ci une instabilité qui est existentielle et matérielle. Et ça devrait être compris donc comme une couche supplémentaire de vulnérabilité pour les personnes accidentées qui interagit avec le contexte global dans lequel les droits s'exercent. Donc, la médicalisation du processus, ce qu'on entend par là, c'est que le processus est souvent caractérisé par, d'avoir une preuve médicale, mais qui va requérir souvent plusieurs expertises. Ce qu'on avance, c'est que la médicalisation risque d'induire une insécurité matérielle, puisqu'elle vient fragiliser une situation économique qui est déjà chancelante. On pourrait également penser que la condition socio-économique, en fonction de ça, on aurait des résultats différents. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas et qu'il y a des défis similaires qui transcendent en quelque sorte les conditions socio-économiques, notamment ce qui a trait aux régions éloignées des grands centres urbains. Vu les délais impartis, je vais me concentrer sur la question des coûts et de la disponibilité des experts. Donc, pour les travailleurs qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique, on a évidemment des coûts importants qui sont relatifs aux expertises médicales qui sont demandées, qui s'ajoutent par ailleurs aux honoraires s'ils ont de la représentation. Et par rapport à ça, un travailleur rencontré nous raconte que lui, à l'annonce de 2 expertises à passer à 3 500 $, il ne sait pas quoi faire. Il nous dit qu'il va devoir les payer, mais est-ce qu'il va pouvoir s'arranger avec ses avocats? Peut-être, mais il n'y a vraiment aucune idée de comment il va faire pour débourser cet argent-là. Parce qu'on s'entend que si on reçoit une IRR, on n'est pas particulièrement riche. Pour les personnes accidentées hors des grands centres urbains, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des coûts supplémentaires, notamment pour les déplacements pour aller rencontrer l'expert, qui souvent ne sont pas dans ces régions éloignées-là, mais qui sont plutôt concentrés dans les centres urbains. Puis également, pour les fins d'une audition, si l'expert doit venir témoigner, il faut le faire venir. Donc ça, c'est des coûts qui se rajoutent. Il y a également des stratégies qui viennent des avocats pour répondre à ces contraintes-là de moyens limités pour payer des expertises. Donc, par exemple, la preuve pourrait se faire par des spécialistes qui sont consultés. Ces coûts-là également peuvent engendrer des délais pour les travailleurs-travailleuses qui doivent s'arranger pour trouver ramasser l'argent faire par exemple appel au réseau social ou familial. Quant à la disponibilité des experts, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça se complexifie beaucoup pour les personnes accidentées qui sont admissibles à l'aide juridique. Les avocates font vraisemblablement face à ce qu'on a décidé d'appeler la quête de l'expert, donc de trouver celui qui accepte d'être rémunéré au taux que l'aide juridique paye. Un avocat salarié de l'aide juridique nous parlait de défis qui sont parfois insurmontables. Donc, celui que vous voyez a absolument besoin d'une preuve en ORL. Il a déjà dû demander une remise, il avait trouvé personne. Et là, il se retrouve qu'il va devoir demander une autre remise parce qu'il n'y en a toujours pas, malgré des appels. Puis, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il n'est pas sûr. Soit il va s'essayer encore peut-être, mais sinon, il va devoir aller hors spécialité. Puis là, évidemment, il y a l'enjeu de la crédibilité de la preuve qui va être démontrée, qui peut poser problème. En principe, également, les personnes qui sont admissibles à l'aide juridique n'ont pas de frais à débourser. Or, les déplacements ne sont pas remboursés.
Puis, si on n'a pas nécessairement le luxe de choisir un expert qui habite à côté de chez le travailleur. Donc, si le seul expert disponible est à Québec, mais que le travailleur ou la travailleuse est à Montréal, bien, il va devoir se déplacer à ses frais. Également, les taux qui sont remboursés par l'aide juridique sont tellement insuffisants que par rapport à ce qui est demandé par un médecin qui va faire des expertises d'habitude, que certains avocats nous disaient devoir demander à leurs clients s'ils acceptent de payer la différence entre ce que le médecin demande et ce qui est remboursé par l'aide juridique. Donc, on s'entend que ça va en principe en contravention du règlement sur l'aide juridique, mais c'est vraisemblablement une des stratégies qui est mobilisée pour que les travailleurs aient une preuve médicale qui est crédible. Donc, ce processus qui est médicalisé, ça engendre, à notre sens, une insécurité qui est matérielle à cause des efforts financiers qui sont demandés aux travailleurs-travailleuses, mais aussi existentiels, entre autres à cause des délais qui peuvent s'allonger, qui sont liés soit à la recherche de l'expert ou encore au temps pour trouver l'argent nécessaire pour payer cette expertise-là. Les délais du processus, donc il y en a deux que je voulais aborder aujourd'hui, les délais qui sont plus de nature administrative et ceux qui sont liés, comme je le mentionnais plutôt, à la médicalisation du débat. Donc, que ce soit des délais pour obtenir la DRA, la demande de révision administrative, ou encore pour obtenir une date de cours, on sait que ça peut être long. Puis une des problématiques qui découlent de ça, c'est que les décisions n'ont pas d'effet suspensif. On se retrouve donc dans des situations où si la CSST met fin à une IRR ou encore elle la coupe, ces décisions sont exécutoires malgré la contestation par le travailleur. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a un litige qui naît, la CNESST ne verse plus ou pas d'indemnité, mais selon le travailleur, il n'y a pas de capacité de retour en emploi. Donc, à ce moment-là, il va se retrouver soit il a besoin d'un entourage qui va le supporter, ou sinon, le seul recours, c'est l'assistance sociale. C'est ce que cet avocat nous racontait, mais que ça évidemment, ça a un impact majeur. Quelqu'un qui avait un emploi et qui tout d'un coup se retrouve sur l'aide sociale, ça a évidemment un impact sur la personne important. Une autre répondante nous racontait qu'elle, après plusieurs années, obtenir un emploi qui lui permet de vivre convenablement, avait dû faire appel aux banques alimentaires pour se nourrir. Donc, bien que la décision puisse être ultimement renversée, on sait que ça va être plus tard, ça va être plusieurs mois après la décision initiale. Et entre-temps, donc, ces délais-là peuvent induire une insécurité matérielle et existentielle pour les travailleurs qui doivent donc se tourner vers l'aide sociale. Les délais liés à la preuve médicale se superposent en quelque sorte aux délais de nature administrative. Un avocat rencontré nous racontait que parfois, les clients arrivent avec une date de cours, puis l'avocat, selon son analyse du dossier, demanderait une preuve médicale supplémentaire. Or, les personnes n'ont pas nécessairement le luxe d'attendre ce délai-là pour aller en expertise, puis poursuivre le processus et préfèrent plutôt aller en cours comme ça, puis de voir s'ils vont avoir gain de cause pour peut-être avoir à nouveau leur revenu. Donc, ces deux types de délais-là créent une situation financière qui est difficile à vivre et qui crée également une insécurité sur le plan existentiel. Les gens se sentant souvent en suspens dans ce processus-là, que leur vie est sur le hold, si vous me prêtez l'expression, et puis qu'on sentait vraiment un empressement chez les personnes que le processus soit terminé. Le dernier point que je voulais aborder, c'est la complexité du droit en cause. C'est un droit qui est sur le plan du processus, qui est complexe. Connaître les rouages du fonctionnement de la CNESST, de la demande de révision administrative, une multiplication des dossiers où plusieurs décisions sont rendues qui peuvent s'influencer les unes les autres, mais également sur le plan substantif, outre le fait qu'on a besoin d'une preuve médicale, c'est un droit complexe pour les non-initiés et c'est un processus, quoi qu'on en dise, qui est contradictoire qui se déroule là. Cette complexité engendre, à notre avis, un sentiment de désorientation et de dépossession pour les travailleurs et ça démontre bien également l'interaction entre l'insécurité matérielle et existentielle, de voir comment les deux se répondent. La complexité du droit a engendré chez chez certains des répondants qu'on a rencontrés, merci, un stress important, que ce soit par rapport à l'ampleur de la tâche, à la place que le dossier prenait dans leur vie, tant personnelle mais également familiale. Puis pour soulager un peu les effets de la complexité, ils avaient donc recours à la représentation experte. Or, ça engendre des coûts qui peuvent être majeurs.
Un répondant parlait du fait que c'est même sa psychiatre qui lui avait suggéré de prendre une représentation experte parce que sinon, ça allait continuer à l'affecter sur le plan de sa santé physique et mentale. Les avantages de la représentation experte sont assez clairs. Notamment, ce que les travailleurs et travailleuses nous disaient, c'est que leur avocat est allé leur chercher de l'aide à domicile, il y avait une révision de la base salariale qui était déterminée par la CNESST, des éléments auxquels ils n'auraient pas pensé par eux-mêmes, ce que leur avocat avait permis de faire. Par contre, l'accès à la représentation experte, ce n'est pas non plus en soi une évidence. Ça engendre des coûts importants. C'est sûr que les seuils d'aide juridique ont été rehaussés récemment et on le salue. Par contre, on s'entend que ça n'a pas réglé le problème du fait qu'il y en a qui sont trop riches pour l'aide juridique, mais qui réalistement ne peuvent pas se payer un avocat sur mandat privé. Une travailleuse rencontrée racontait qu'elle a même songé elle-même de demander à son mari de déménager de la maison. Elle, son IRR avait été coupé, pour lui dire, bien, écoutez, je vais me mettre sur l'aide sociale, puis comme ça, je vais avoir accès à un avocat de l'aide juridique. Donc, pour se payer un avocat, soit que les personnes vont s'endetter, ou sinon, s'il y a un conjoint ou une conjointe, bien, à ce moment-là, c'est le revenu du conjoint ou de la conjointe qui est amputé. Puis c'est donc les revenus de la famille qui sont affectés. Pour les personnes admissibles à l'aide juridique, il y a également des défis importants pour avoir accès à un avocat et une avocate. D'abord, il y a peu d'avocats de l'aide juridique qui prennent des dossiers de lésions professionnelles. Et ceux qui en prennent demeurent avec ils conservent le droit de refuser s'ils considèrent qu'il n'y a pas de chance de succès. Ils peuvent refuser un dossier. Il y a également relativement, je sais qu'il y en a, et il y en a d'ailleurs dans la salle, mais il y a relativement peu d'avocats de pratique privée qui prennent des mandats d'aide juridique. Hors des centres urbains, la situation apparaît comme encore plus aiguë et la seule avocate que nous, on a rencontrée dans la région qu'on a choisie, et c'est la seule qu'on a trouvée qui faisait de la santé et sécurité au travail, elle nous disait, elle, que peu ou pas de ses collègues en faisaient et elle, c'était très clair, elle ne prenait pas de mandat d'aide juridique parce que, et je cite, elle trouvait ridicule les montants qui étaient alloués pour les dossiers par l'aide juridique vu la charge de travail qui était demandée. Et quand on lui a demandé bien, qu'est-ce qui fait les gens qui viennent vous voir? Elle nous a dit, bien, je ne le sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, je ne les réfère pas parce qu'il n'y en a pas qui en font puis qui en prennent des mandats. Donc ça, c'est des défis supplémentaires. Et finalement, le dernier élément que je voulais aborder, c'est le sentiment de dépossession qui peut habiter les personnes accidentées ou malades. Beaucoup des avocats nous ont dit que leurs clients ne comprenaient pas vraiment tout ce qui se passait dans leur dossier, avec une réserve pour certains de leurs clients qui proviennent d'organismes de défense de droit ou qui sont déjà passés au travers du système et qui connaissaient mieux parfois les rouages qui arrivaient à s'y retrouver. Ce qu'on a constaté, nous, c'est effectivement, c'est vrai qu'il y en a qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais on a été surprise de voir qu'il y en a qui ne savent pas du tout qu'est-ce qui concrètement est en jeu. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se battent? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir à la fin? Est-ce que c'est un montant forfait? Ils ne savent pas, en fait, qu'est-ce qui se passe. Puis chez eux, c'est difficile de ne pas voir, justement, cette question d'un sentiment de dépossession qui naît chez eux. En plus, donc, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, un des travailleurs qui dit, bien, je gagne quoi, moi? C'est quoi que je vais avoir? C'est-tu 600 $? C'est-tu 1000 $? C'est quoi? Je ne le sais pas pantoute. Mais en plus, ils ont de la misère à naviguer par eux-mêmes et même en étant accompagnés. Ils disent, tu sais, nous, on n'a pas les vrais termes, on n'a pas les vrais mots, on ne connaît pas les vraies choses. Merci. Donc, pourtant, c'est un investissement en temps, en énergie dans un recours qui, espère-t-il, va leur donner raison, va leur confirmer leur statut d'accidenté du travail et va leur permettre de tourner la page. Mais concrètement, pour plusieurs, ce n'est pas clair qu'est-ce qui va en ressortir. Il y a donc un chassé-croisé important entre insécurité matérielle et existentielle. Et si la représentation experte vient soulager un certain sentiment d'insécurité qui est existentiel, elle tend quand même à générer des coûts importants et donc une situation instable financièrement. Pour conclure, réfléchir en termes de précarité qui est induite par le processus judiciarisé lui-même permet, à notre avis, de cibler des problèmes qui sont susceptibles d'inhiber un recours effectif au droit et à la justice. Et ça permet également de souligner l'adversité dans laquelle le processus peut plonger les travailleurs-travailleuses accidentés. Également, une des problématiques qui découle d'un processus qui est lourd à porter, que ce soit seul, avec le support d'un avocat ou encore d'un groupe de défense, c'est qu'un fait demeure,
Les personnes accidentées jouent leur santé physique, mentale et financière et leurs ressources sur les plans de la santé physique, mentale et financière sont limitées. Par contre, l'employeur, la CNSST, eux, ils ont à gérer de l'argent, que ce soit des dépenses d'entreprise ou des dépenses étatiques. Comme le disait un avocat, l'État et l'employeur ne vont pas être limités dans leur contestation d'une décision qui ne leur plaît pas par une question de santé psychologique ou par l'épuisement des moyens financiers pour le faire. Or, cette dynamique révèle, à notre sens, un débalancement important des forces en présence qui doit être rappelé et souligné.